Bienvenue à Virage. Aujourd'hui, à l'émission, nous avons en studio la Polestar 3, un véhicule fort intéressant que vous allez découvrir un petit peu plus tard. Aussi, on s'en va chez DCF. Ça va probablement vous aider avec vos batteries de véhicules électriques. Puis si vous pensez que ça va vous coûter très cher d'aller chez votre concessionnaire faire réparer votre batterie, écoutez bien cette chronique de nos amis de chez DCF. Aussi, Maxime Dubois va être avec nous pour livrer les nouvelles de l'industrie. Et on se déplace chez Desjardins Pneus Mécaniques pour la première chronique de pneus d'hiver. À la fin de l'émission, on répond à vos questions. Tout cela à Virage dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Avec moi aujourd'hui en studio, Jacques, bienvenue. Salut Jacques. Salut Daniel. Ça va bien? Oui, on va bien, merci. Ouais. Oui. On a tout qu'un véhicule à l'intérieur. Polestar, évidemment, là, la compagnie commence à se faire connaître tranquillement, pas vite. Au moins maintenant, à Québec, on a un dépositaire Polestar. Oui, oui. Ça a été long à construire leur petite concession avant de construire le reste. Mais c'était des exigences de Polestar. Ils voulaient avoir leur salle de montre personnalisée à eux. Alors maintenant, c'est fait. On commence à connaître un petit peu la marque. Puis là, des modèles qui disparaissent. La Populaire 2 disparaît parce que construite en Chine. On sait que c'est de propriété chinoise avec Volvo. Donc, on apprend à connaître tranquillement. On a appris à découvrir leur véhicule. Là, il nous arrive avec le plus dispendieux de la marque, le 3. Sport utilitaire, axé sur le sport vraiment, parce que conduite très sportive. Et sage au niveau du design, mais combien efficace? Oh, efficace et combien joli est le véhicule. Moi, c'est la première chose, c'est toujours les premières choses qui nous frappent quand on regarde un véhicule. On l'aime ou on ne l'aime pas. Est-tu bien construit ou pas? Ça, c'est une autre chose. Mais le coup d'œil de ce véhicule-là, il est renversant. Il est vraiment, vraiment, vraiment très beau. C'est un véhicule qui a de l'air costaud, etc. Première vue, moi, j'aurais cru que c'était l'équivalent de ce qu'on appelait les station wagons qu'on avait par ici antérieurement. Mais vu que c'est pour être vendu aux États-Unis, on l'avait justement préparé pour être un vu. Alors, un véhicule sport utilitaire. Et on va le considérer sport utilitaire. Alors, c'est un véhicule suédois qu'on connaît, qui a été bien dessiné, qui est fabriqué en Chine. Le véhicule qu'on a ici vient de la Chine. J'ai été voir exactement sur l'étiquette pour voir... Mais il a probablement été envoyé hors tarif. Oui, fort probablement. Mais quand j'examine ça, Daniel, je me dis, les Chinois, là, le matin que la porte va s'ouvrir, on est mieux de s'attacher là, parce qu'ils sont capables de produire des véhicules d'une qualité incroyable et d'un rendement incroyable. La qualité des matériaux utilisés, là, c'est pas des matériaux qui sont venus de la Suède, c'est des matériaux qu'ils ont directement là-bas. Ils ont fait vraiment un très beau véhicule. Alors, on produit justement là, pour pouvoir le vendre au Canada, on transfère la production maintenant en Europe. Quel pays? Bien juste, quelque chose, je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé, mais c'est pas en Suède. Je me demande si c'est pas en Belgique que ça a été transféré. Je sais que Volvo ou Geely ont acheté une usine Nissan qui était fermée à quelque part en Europe, mais j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais. Alors, le look, le design, la qualité d'assemblage, la qualité des matériaux, la décoration extérieure aussi. Quand on regarde la décoration, c'est le tour des ailes, les bas de porte, etc. C'est pas exagéré. Exemple, Subaru. Ouais, Subaru avec les crosstrek, si tu vas dans l'autre là, qui est... Les Wilderness, en compé. Les autres, les décorations sont très fortes, très frappantes. Mais ça, c'est une décoration qui est délicate et qui est bonne à regarder. Quand on va vers l'intérieur, tu rouvres les portes puis tu aperçois la qualité des matériaux sur le tableau de bord, dans les portières, les sièges,
console flottante. C'est à tomber sur le dos, comment c'est que c'est beau, comment ça a été pensé pour emmener ce véhicule-là à ce niveau-là. Matériaux d'une bonne qualité, des beaux sièges qui ont une bonne retenue, beaucoup d'ajustements aussi sur ces sièges-là. On sait que Volvo sont reconnus au niveau sécurité, fabriquer des sièges, fabriquer des choses qui sont agréables c'est une des meilleures positions de conduite que j'ai dans un véhicule. C'est dans ce véhicule-là, le confort, la position de conduite est reprochable. Bien oui. Petit bloc instrument derrière le volant, très, très près du volant. C'est génial, ça. Ah, c'est génial. Moi, je place toujours le GPS dedans. C'est ça. Alors, comme aménagement, j'ai rien à dire. Rien à dire. Et l'espace, c'est un véhicule qui est très spacieux. Et autant pour le conducteur comme pour le passager. Beaucoup d'espace en arrière des sièges, aussi pour les passagers arrière, et au niveau du coffre. Et si tu veux abaisser les dossiers, je veux dire quelque chose, tu as de quoi charger, puis prépare-toi, tu vas suer pour mettre du stock dedans parce qu'il y a de l'espace. Dessous le compartiment du coffre arrière, tu lèves ça, il y a encore là beaucoup d'espace. Il y a un autre espace en avant, quand on ouvre le capot, qui n'est pas immense, pas grand, ouais. mais qui est là pour justement déposer des objets ou déposer des choses. Est-ce qu'on a de fil de recharge ou des trucs. Ces choses-là. Alors, ou vêtements de pluie ou n'importe quoi, tu peux mettre ça là, ça va bien se transporter. Le véhicule qu'on a, il y a des belles fenêtres, des bonnes grandeurs de fenêtres tout le tour. Mais il y en a une immense qui part en avant et qui va jusqu'en arrière. Quand tu regardes ça, tu vois si c'est étoilé, tu vois ça étoilé. Si la lune est là, tu la vois. Le soleil aussi. Et s'il y a des éclairs, la même chose. Parce que quand je l'ai roulé, il y avait justement des éclairs. Puis tu vois apparaître ça, là, c'est vraiment extraordinaire. Les roues 21, 20, c'est-à-dire tu peux avoir des roues 20 pouces, 21 pouces ou 22 pouces. Le véhicule d'essai, selon le modèle, parce que c'est justement le modèle qui vient avec des 21 pouces, c'est des belles roues, de bonne dimension, des disques qui sont grands comme ça. Et le freinage là-dessus, mon ami, c'est... Moi, j'ai découvert ce véhicule-là au niveau du freinage roulé, là, ce qu'il appelle une pédale, tu sais. Tu roules bien avec le véhicule, tu veux ralentir, tu as l'impression que quand tu arrives à un feu rouge ou à un arrêt, tu relâches la pédale complètement pour qu'il arrête d'être là, juste à la bonne place. Tu veux réaccélérer, tu pèses dessus. Il faut que tu t'habitues au tout début comment mettre de pression sur l'accélérateur parce que c'est très puissant. Très puissant. Ben oui. Quand tu roules en bas de 5 secondes, de 4 secondes, quelque chose de 0-100, c'est puissant, je peux te dire ça. Maintenant, ce que j'ai aimé, c'est que quand on arrive en virage avec le système de conduite d'une pédale, comme il y a ici sur la Polestar, c'est que tu arrives à un virage, mettons, à 100 km, et tu veux entrer dedans, tu n'es pas obligé de toucher à la pédale de frein, tu fais juste lâcher, puis la voiture se place, puis ça coule dans le virage. Moi, j'ai aimé ce véhicule-là pour tous ces apports à la conduite-là qu'ils ont. Conduite de pédale, les portes, quand tu fermes les portes de ça, antérieurement, on se disait... Même les Coréens ou les Japonais, quand c'est arrivé par ici, ils vont fermer les portes. Tu entendais à cause tous les supports de fenêtres à l'intérieur qui brassaient pendant à peu près une demi-heure. Mais là, ça ferme solide, ça ferme comme un coffre-fort. 111 kWh. De batterie. C'est quelque chose, ça. Ça va, on peut aller jusqu'à... On peut dépasser 500 km là, dans les bonnes conditions. C'est la possibilité, oui. 360 kW de chaud. Moi, je pense que c'est un véhicule qui fait 483 chevaux, celui qu'on a ici. Mais il y a plus puissant que ça encore. Hein? Il y en a un qui est au-dessus de 500 chevaux. La compétition, d'après moi, c'est la Tesla X et la Genesis GV70. On va l'avoir un petit peu plus tard à l'essai. Il devait être fabriqué en Corée du Sud, ceux qui pensaient qu'on l'aurait des États-Unis, mais vu que la fameuse taxe a été instaurée, on ne peut pas l'avoir de la Corée du Sud. Il devait être fabriqué à Ridgeline. Celui-ci est fabriqué en Chine, à Chengdu. Moi, je me dis, quelqu'un qui a un intérêt pour acheter un véhicule semblable, allez l'essayer, vous allez tomber en amour. Vous allez tomber en amour avec les incitatifs sont importants sur ce véhicule-là. Prix de départ, 96 000. Vous l'achetez, il faut le payer au comptant, par contre, ou un financement externe, là, c'est rendu à la mode là, maintenant. Oui. C'est 20 000 de rabais sur le véhicule. 655 je crois, sous toute réserve, pour 12 mois de location, pas de comptant.
Donc, au niveau des incitatifs pour mettre ces véhicules-là sur la route, Polestar sont agressifs. Comme ils ont une très bonne garantie de 4 ans complet sur le véhicule, Oui. c'est quand même assez intéressant. Puis ils ont 8 ans sur la batterie, 12 ans sur la corrosion. Donc, on protège bien notre véhicule. Absolument. On est bien installé au Québec maintenant. Donc, moi, je n'ai plus peur de la compagnie. Tu sais, c'est... VinFast, je ne le sais pas trop. Fait que, ça, c'est plus à risque. Il y a d'autres compagnies plus à risque. Là, maintenant, Polestar sont bien implantés. Alors, ce véhicule-là, la 3 particulièrement, sport utilitaire de performance. Il ne faut pas se le cacher, elle est axée sur la performance, le plaisir de conduire. C'est fait pour rouler, c'est fait pour faire de la route. Prenez du temps pour apprivoiser le système. Apprivoiser votre système d'exploitation dans l'écran. C'est bien fait, c'est fluide, mais il faut apprendre à connaître ça un petit peu parce que pour ouvrir le haillon arrière, il faut aller dans l'écran, il faut maintenir le bouton, le coffre à gants, la même affaire. Donc, il y a des petites choses ici et là qu'on doit apprivoiser. Il n'y a rien sur le volant, les boutons, on doit les connaître parce qu'il n'y a rien qui apparaît dessus, il n'y a pas d'indication. Fait que ça, c'est une autre affaire. Mais il faut retenir la qualité de conduite, l'accélération impressionnante du véhicule, la stabilité, parce que le contrôle de stabilité qu'on a mis sur le véhicule fait que ce véhicule-là se comporte comme un char de course. Absolument, absolument. Une voiture de course. J'ai aimé aussi, parce que tu parlais tout à l'heure de petit écran, mais j'ai aimé qu'on ait la tête haute aussi, la tête haute là, qui apparaît avec une belle définition. Alors, super. Moi, rien à dire de vraiment négatif. Rien à dire. Ouais. Faut juste travailler plus fort pour être capable de se le payer. Justement. Ouais. Plaisir. Merci, Jean. Merci. Alors voilà, on s'arrête à virage et on revient. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Ce segment d'émission vous est présenté par Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécanique. Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique. Je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, Danny, évidemment, notre première chronique de pneus, on parle de préparer sa voiture pour l'hiver, évidemment, avec l'installation des pneus d'hiver. Les questions habituelles, là, quand c'est le temps de les installer, il faut les vérifier. Il faut aussi regarder un petit peu son véhicule du côté mécanique. Mais on va commencer avec la sécurité routière parce que tu veux me parler de la préparation de sa voiture en lien avec la sécurité routière. Exactement, Daniel. Comme on fait souvent à chaque chronique, on parle un peu de la préparation de l'automobile pour les saisons, que ce soit la saison estivale ou la saison hivernale. La raison pourquoi je voulais te parler un peu plus de la sécurité, c'est que la saison hivernale, les intempéries, le froid, un véhicule qui n'est pas adapté ou qui n'est pas bien préparé va créer plus de risques d'accident, va créer aussi beaucoup plus de problématiques. Donc, de là, l'importance de bien préparer son véhicule pour la saison hivernale. Absolument. Si on commence avec les pneus, Danny, vérification des pneus, d'abord l'installation, c'est toujours quand? On a toujours peur des user prématurément, puis ça, c'est un peu normal au prix que ça coûte aujourd'hui. Donc, parle-moi un petit peu de l'installation des pneus. On le voit déjà, l'automne s'en vient, les nuits commencent à être un peu plus fraîches. Une fois que les nuits ont commencé vraiment à être dans les eaux de 0, 5 degrés, on s'entend le bitume est beaucoup plus froid, plus refroidi. Les gens qui ne roulent pas beaucoup, on installe des pneus à partir du début octobre, puis ça va s'échelonner jusqu'à la fin novembre. Donc, la meilleure période, c'est sûr que rendu à la mi-novembre, 3e de novembre, il commence à être tard un peu. Donc, n'importe où, du début octobre aller jusqu'à la mi-novembre, c'est un bon temps pour installer les pneus. Sauf pour les pneus à crampons, on a une date butoir qui est le 15 octobre. Mais il n'est jamais trop tôt pour prendre son rendez-vous. Exactement. Ça, les rendez-vous, c'est commencé déjà depuis le début septembre. Puis si votre rendez-vous n'est pas pris, il serait temps d'y penser. Bon, parle-moi des pneus qu'on installe sur notre voiture. Bon, il y a 2 types. Évidemment, on achète des nouveaux pneus. On va en parler au cours des prochaines semaines. Mais il y a aussi les pneus qu'on possède déjà. Qu'est-ce qu'on fait avec? De quelle façon qu'on les vérifie? Exactement. Premièrement, la date de fabrication. Souvent, les gens qui ne roulent pas beaucoup, on a ça de plus en plus. Depuis la pandémie, il n'y a pas de secret. Il y a beaucoup de gens qui roulent moins, télétravail. C'est sûr que de vérifier la date de fabrication,
fabrication. Un pneu qui a 8, 9, 10 ans va avoir perdu beaucoup d'élasticité, va être beaucoup moins performant au niveau des situations glacées. Là. On va arriver coin de rue, glace noire, certainement va être moins efficace. Autre chose, la profondeur de la semelle. Quand on arrive en situation hivernale, un pneu qui n'est pas au moins à 5, 6, 32e, mettons pour mettre les gens en contexte, le fameux orignal avec le nez, c'est important qu'on ne voit pas le bout du nez. Il faut que le nez soit rentré dans le trait, sinon ça ne fonctionne pas. OK. Fait que ça, c'est vraiment toujours important. Petit mot sur les gens qui les installent eux-mêmes. Il y a des petites choses à vérifier. Super important de bien nettoyer autant l'assise de la roue que l'assise au niveau de l'automobile, du hub qu'on appelle. Les gens, malheureusement, prennent pas ces précautions-là, perte de roue, ça peut être quand même dangereux. Bien nettoyer où on va visser les boulons. Autre chose importante, c'est que le torquage, à quelle force on torque les roues, de trop, mettre de pression, c'est pas mieux. On va étirer les studs de roues. Donc, ce que ça peut créer, ça peut en briser, mais ça peut aussi créer des problématiques au niveau d'une roue mal serrée. Donc, ça, c'est vraiment important de ce côté-là. Danny, l'azote, l'hiver, c'est aussi important que l'été? Bien, les variations de température sont très grandes. On le sait maintenant avec les saisons hivernales, on a des gros changements de température. L'azote nous permet de garder un air beaucoup plus stable au niveau des pneus, donc meilleure usure, meilleure adhérence. C'est facile, Daniel. On parle de 6-7 degrés, on va perdre environ 1 livre. Au niveau de la pression d'air. Donc, on regarde ça froidement, on installe ça, il fait 15. 2 semaines, 3 semaines après, on est à moins 10. Si vous faites le calcul, c'est possible qu'il manque quelques livres d'air dans vos pneus. Donc, l'azote va venir régulariser ce principe-là, la pression d'air dans les pneus. Donc, oui, je suis vraiment un fervent pour l'azote. Et l'alignement, parce que tu parlais de sécurité routière au début de la chronique. Un véhicule qui n'est pas bien aligné ne se comportera pas bien dans le chemin. Donc, avoir justement un bon alignement. On use moins nos pneus d'hiver. Puis ça, au prix que ça coûte, comme je reviens là-dessus, c'est quand même assez important de les préserver. Donc, c'est important de le faire aussi. Bien, de là, l'importance de l'inspection hivernale qu'on a passé un peu par-dessus, mais de changement d'huile, puis de faire une bonne inspection. Puis souvent, on va demander au client, est-ce que vous êtes aperçu de quelque chose d'anormal sur votre véhicule? Est-ce que votre véhicule tire? Est-ce que votre véhicule fait un bruit bizarre? Y a-t-il un comportement, un bruit que vous n'êtes pas habitué d'entendre? De là, l'importance d'avoir un bon conseiller qui va être capable de vous questionner, de vous poser les bonnes questions. Par la suite, c'est aux gens d'atelier de faire la bonne inspection, vérifier les freins, vérifier, c'est facile, Daniel, les pneus, ça parle. Si le pneu est usé, le moindrement un peu croche, les installateurs, les gens de service chez Desharnais vont être en mesure de le détecter et vont suggérer à ce moment-là au client de faire à tout le moins une vérification de conduite. C'est possible que l'usure anormale provienne avant un alignement, mais pour faire une vérification de conduite qui coûte environ 55 $ chez Desharnais, je pense que c'est un bon investissement pour préserver nos pneus. Bien, tu en as parlé justement de la mécanique. J'y arrivais, changement d'huile, inspection, batterie, très important. Oui. Bien, la batterie, les liquides, aussi simple qu'on est en été, on est mal pris, on ne met pas exactement la bonne chose. Autant au niveau du lave-glace qu'au niveau du liquide de refroidissement, faites attention à ça. C'est des choses qu'on vérifie chez Desharnais lors de l'inspection. Les essuie-glaces, si vos essuie-glaces ne fonctionnent pas très bien l'été, ça ira pas mieux en hiver, ça va être pire. Donc, soyez attentifs au comportement de votre véhicule, puis ça va nous permettre, en tant que spécialiste, de vous donner le meilleur service possible. Oui, quand on dit, bien, tu sais, des fois, il y en a qui font attention, le budget et tout ça. Le minimum, c'est le changement d'huile puis l'inspection mécanique. Exactement. Puis en plus, est inclus avec le changement d'huile. On fait une belle inspection en 25 points. On prend le temps de regarder toutes les composantes, voir s'il y a des choses qui sont brisées ou des choses qui mériteraient une attention particulière. À ce moment-là, on va le suggérer à notre clientèle de dire ça serait peut-être bien de traverser du côté mécanique pour faire une inspection un peu plus globale. C'est des choses qu'on suggère chez Desharnais. Absolument. Au cours des prochaines semaines, on va faire le tour. Il y a des pneus autour de nous. Là. Oui. Au cours des prochaines semaines, on va faire le tour de plusieurs sujets, dont les pneus d'hiver. Merci beaucoup, Danny. Merci, Daniel. Tu
sommes de retour et je suis maintenant avec Maxime Dubois, CA Québec, pour les nouvelles de l'industrie cette semaine. Salut, Max. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, toi? Très bien, bon, merci. En pleine forme. Tout le temps. Beaucoup de nouvelles de l'industrie, on y va tout de suite. Ça roule. Il y a beaucoup de choses, puis très, très, très pertinentes à part ça. Bon, pour le BZ 2026, non, j'ai pas oublié le 4X. Ouais, c'est Au 2026, c'est le BZ et non le BZ 4X. Ouais. C'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, un nouveau nom, beaucoup de choses. On en sait un peu plus maintenant, puis on y va tout de suite. Donc, une mise à jour mi-cycle qu'on va appeler pour ce véhicule-là. Bien intéressant de savoir que la partie avant a été quand même un petit peu redessinée. On a travaillé à l'intérieur aussi. L'écran tactile multimédia passe donc à 14 pouces, accompagné d'un nouveau tableau de bord. C'était pas un luxe, en passant. Petit message en passant. On a intégré aussi des palettes maintenant pour les changements de vitesse. Ça, c'est quand même intéressant aussi de ce côté-là, pour la fonction, évidemment, du freinage régénératif. Bon, on y va dans le nerf de la guerre. Ce qu'on veut savoir, ce qu'on a reproché, l'autonomie de ce véhicule-là. On était à 367. Enfin, bingo, 460 km. Attention, pour le véhicule XLE, traction intégrale. La version Limited, un peu plus lourde, on est à 430 km. Évidemment, il y a une configuration traction avant. Avec une plus petite batterie, on est à 378 km. Disons que ça risque de ne pas être la plus populaire, mais quand même, elle est offerte. Évidemment, on a travaillé aussi pour des nouvelles fonctions, pour le freinage régénératif. On a travaillé aussi beaucoup de petits détails, entre autres pour le port de connexion. On est rendu avec le NACS, la prise Tesla, si vous voulez, donc, qui va nous permettre donc d'avoir un plus grand centre de recharge. Exactement. Et aussi, qu'est-ce qu'on a reproché beaucoup à l'ancien modèle? Le temps de recharge, qui était compliqué. Bien, maintenant, on est capable de faire un 10 à 80 environ une demi-heure. Bon, ça reste à prouver, mais quand même, on a travaillé aussi le port pour travailler la recharge pour le niveau 1 et le niveau 2, que ce soit un petit peu plus rapide. Alors, beaucoup de belles choses, beaucoup de choses intéressantes là-dessus. Alors, grosso modo, si on veut résumer, un 25 de plus d'autonomie avec quand même un 50 de plus de puissance, c'est quand même de très, très, très belles choses. C'était nécessaire. Tout le à véhicule fait. qu'il nous présente là, c'est le véhicule qu'il aurait dû nous présenter à sa sortie. Ça s'est fait à la vitesse. Belle mise à jour. Par contre, si tu te souviens bien, lorsqu'ils nous l'ont présenté, on nous disait le BZ4X, sa batterie va être bonne à 90 dans 10 ans. Oui. Là, avec une recharge, c'était la raison pour laquelle on avait une recharge plus lente, c'était la raison pour laquelle il y avait un peu moins d'autonomie. On préservait. Mais on va avoir une batterie qui va être durable, contrairement à la concurrence, nous disait-on. Là, pas un mot sur la batterie et l'état de la batterie dans 10 ans. Donc, évidemment, on comprend qu'on a répondu aux besoins de la clientèle, mais qu'on va sacrifier peut-être un petit peu de batterie. Mais le reste de l'industrie le fait. Donc, pourquoi pas eux? Alors, mais on nous a dit quand même, sans nous donner de chiffres, parce que j'ai posé des questions, on nous a dit quand même qu'il n'y avait pas grande différence pour ce qui est de l'usure de la batterie. Mais on va voir. Mais c'est rendu... Depuis son introduction, je pense que c'est un des plus fiables, avec la RZ de Lexus. Oui. Et je suis persuadé... Puis le Subaru, évidemment, que c'est le même véhicule. Même véhicule. Fait qu'on va rester quand même au haut du pavé comme véhicule électrique fiable et à recommander. Quelques détails aussi pour les prix. Donc, le BZ XLE traction avant, parce que ça, c'est intéressant, parce que c'est un véhicule, lorsqu'il sera 2 roues motrices, ce sera avant et non arrière, contrairement à d'autres concurrents. 45 990. Le BZ XLE traction intégrale 2026, probablement le plus populaire, 53 390. Et le Limited traction intégrale, 61 690. Évidemment, des prix, que ce sont les PDSF. On n'a pas compté, évidemment, les frais de transport, préparation. Et évidemment, on doit rajouter les taxes. On a parlé Enlever aussi... les incitatifs. Oui, Petits incitatifs. ça va être à peu près la même chose. On a parlé aussi d'un BZ Woodland. OK, ça, une version légèrement tout-terrain. Le prix sera annoncé ultérieurement. Mais pour les versions qu'on a parlé, XLE et Limited, c'est disponible dès maintenant. Par contre, Toyota n'a pas précisé quand les premiers modèles vont arriver chez les concessionnaires. Mais on peut déjà en commander sans problème. On reste dans les prix et on parle chez Volkswagen. ID Buzz, donc Volkswagen a passé... je dirais pas le coup près, je dirais la hache carrément dans les prix. On vient de faire une belle réduction de, attention, 21 000 $ pour le 2025. Donc, on tombe à 59 595 frais inclus, en dessous du prix initial, tu te souviens, 77 000. Tout le monde a dit, voyons donc, il est beau, c'est bien trop cher, ça n'a pas de bon sens. Mais là, 21 000, tout le monde saute en rond et danse en rond autour du feu, mais il y a des conditions un peu particulières. Le rabais est applicable
paiement comptant seulement, ou financement externe pour avoir le 21 000. Quand même, on est capable d'avoir un financement chez Volkswagen. Le rabais sera uniquement de 6 000 $. Mais quand même, pour un rabais, le financement chez Volkswagen, on est avec du 99 % sur 84 mois. Ça reste quand même pas si mal. Mais disons que ça devient une option un peu plus attrayante, parce qu'avant, c'était cute, là, mais c'était bien trop cher pour ce qu'on avait. Là. Oui, ça ne règle pas le problème d'autonomie du véhicule, par Non. contre. Et ça, c'est probablement le point numéro 1 des gens qui ne l'achètent pas, mais qui l'aiment, mais qui ne l'achètent pas à cause d'autonomie. On n'a même pas 400 km d'autonomie, alors que c'est un véhicule de promenade, c'est un véhicule d'aventure, c'est un véhicule pour rouler. Bon. Oui. J'ai hâte de voir. Je leur souhaite le meilleur des succès, mais je ne pense pas que le ID Buzz va avoir une longue vie. Je pense pas qu'il y ait un gros buzz. Il n'y a pas de buzz Il y a, avec l'ID il y a un Buzz. mini-buzz, mais disons que... Quelques boomers là, de l'époque là, qui ont eu un Westphalia ou un 21 Window. Là. C'est tout. Mais c'est tout. C'est tout. 2 nouvelles demandes d'action collective. Et ça va faire mal un peu. Ça vient de sortir. Donc, ça vient d'être déposé devant la Cour supérieure du Québec. La première étant pour Nissan concernant les Kicks première génération. On parle de bulles de peinture et de rouille au niveau du toit. C'est arrivé sur plusieurs modèles. Évidemment, les concessionnaires ont attribué cette cause à des débris de la route. Évidemment, hypothèse qui a été carrément rejetée. Donc, ça risque de faire jaser énormément. Donc, le ROG n'est pas inclus là-dedans? Parce que le ROG aussi... Oui, mais pas pour l'instant. On parle uniquement de celui-là pour l'instant. Ça, c'est la première pour Nissan. La deuxième pour Honda, et là, on va atteindre bien des gens. On parle de la Civic 2016 à 22, du CR-V 2017 à 2022 et du Accord 2018 à 2022. Concernant quoi? Le moteur 1.5. Tu vas me dire encore? Ben oui, encore. On peut parler d'à peu près 73 000 exemplaires. Qu'est-ce qu'il y a? Un défaut de fabrication du joint de culasse. Ah ben tiens donc, surprise, avec une fuite de liquide de refroidissement. Alors, ça revient encore et encore. Alors, encore une fois, c'est déposé et on va suivre les développements pour vous à ce sujet-là, mais Dieu sait que tout le monde connaît quelqu'un. Tant mieux pour les que ça. propriétaires qui vont... Tout à ça fait. veut dire recours collectif, ça veut dire probablement des sous dans leur poche. Tout à fait, absolument. Et maintenant... Et qu'Honda vont être forcés de... Déjà, je pense qu'on prolonge la garantie puis on couvre déjà ces moteurs-là. Mais là, les propriétaires vont être payés ou dédommagés pour les inconvénients. Maintenant, Daniel, ben écoute, je me rappelle mes belles années où je faisais de la radio en région et c'est l'heure de la chronique nécrologique pour BMW. On met fin à 3 modèles. Premièrement, ben c'est triste un peu. C'est quand même le X4 qui était quand même fort intéressant, qui était... un dérivé du X3 aussi, si on veut. X3 coupé. Le coupé, effectivement. Oui, c'est ça, bien de le préciser. Le coupé utilitaire. Malheureusement, ça, c'est la fin. La série 8 également. Le Grand Tourisme qui est en bout de route. Et finalement, aïe aïe, mon cœur saigne. Adieu au Z4, le Roadster. Donc, c'est la fin. Alors, BMW qui va faire un peu comme Mercedes et Audi, qui tire la plug, en bon français, sur ces Roadsters-là. Alors, c'est évidemment la New Class qui va faire place. Alors, on fait du ménage dans les véhicules qui ne se vendent pas suffisamment à grand volume. C'est d'une grande tristesse, cette beauté. Le XM, le iX, il y en a d'autres qui vont suivre, d'après moi. Probablement qu'on va continuer à faire le ménage là-dedans. Est-ce qu'on a le temps pour parler rapidement de la fidélité selon J.D. Power? Évidemment, pour les camions, qu'est-ce qu'on parle? C'est selon qui? C'est qui? Qui? Ah, ben, qui? Pour la fiabilité? Quelle marque de camion a le plus grand taux de fiabilité et de fidélité? De fidélité? Ford, voilà. GM... 66 Ça suit pas loin avec Toyota. Dans les voitures de luxe, on est à Porsche, Mercedes par la suite. Pour ce côté des VUS de luxe, Lexus, suivi de BMW. Si on regarde les voitures grand public, Toyota est en tête. Tout de suite après, c'est Honda. Et pour les VUS grand public, c'est Honda. Et par la suite, Subaru. Merci beaucoup, Max. Ça fait plaisir. Beaucoup de nouvelles de l'industrie. Voilà, on s'arrête et au retour de la pause, on découvre DCF. Ça pourrait probablement vous faire sauver beaucoup d'argent. On revient après la pause. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage.
Nous sommes présentement chez DCF. Je suis en compagnie de Sébastien Tardif. Salut Sébastien. Bonjour Daniel, comment ça va? Ça va très bien. Merci de nous accueillir chez vous. C'est le fun. Merci. En fait, c'est tout le plaisir pour nous de pouvoir te montrer enfin notre entreprise. De façon globale, en fait, les services qu'on offre à tous là, dans le monde et faire le merveilleux monde des véhicules à motorisation électrique. Absolument, parce qu'au cours des prochaines semaines, on va découvrir les différents services que vous offrez. Justement, aujourd'hui, on va découvrir l'entreprise, les 4 services que vous offrez justement chez vous, ici, chez DCF. Alors, présente-nous les premiers services que vous offrez. Oui, donc, moi, je m'occupe du volet formation ici chez DCF. Là. Donc, on donne la formation pour les garages d'après-marché ainsi que les ateliers qui font affaire avec des concessionnaires auto. Donc, pour justement offrir un service de plus dans les véhicules de nouvelle technologie. Donc, on a une spécialisation dans les véhicules à motorisation électrique. Donc, tout ce qui est formation, justement, spécialisé sur des systèmes bien spécifiques de la haute tension, donc l'entretien des moteurs électriques et leur réparation, l'entretien des batteries haute tension ainsi que leur réparation. Donc, puis on inclut beaucoup, en fait, là, justement, mouvement pour venir inciter, en fait, les clients à leur montrer, justement, que l'entretien sur leur véhicule est très important. Donc ça s'adresse vraiment aux ateliers mécaniques qui veulent former leur personnel. Exact, c'est en plein ça. Ils viennent vous voir puis vous donner la formation qui est ça. Autre service que vous offrez? Donc, en fait, le deuxième service qu'on offre, on travaille dans les batteries haute tension des véhicules à motorisation électrique. Là. Donc, nous, on fait une expertise dans ces batteries-là où est-ce qu'on va venir avoir un service de réparation globale, en fait, de ces batteries-là, puis aussi de remise en service, donc de restauration complète. Ça, c'est vraiment important pour la population de savoir qu'il y a un service après-marché où on peut réparer et entretenir les batteries. Exact. Donc, parce que c'est un créneau qui n'existait pas beaucoup, en fait, là, aujourd'hui au Québec, là, donc certaines autres compagnies qui le faisaient. Nous, en fait, on a fait un service plus global pour venir alimenter directement les ateliers mécaniques ici. Donc, on sait que les clients avaient des craintes concernant les batteries. Quand il y avait des bris, il y avait des prix, des fois, exorbitants de réparation. Nous, on offre un service de plus où est-ce qu'on offre une alternative vraiment intéressante de réparation pour vraiment couper les coûts de réparation sur ce type d'équipement-là. Oui, parce que ça, c'est important de savoir que les batteries, ça se répare. Exactement. Donc, c'est pas nécessairement un remplacement à toutes les fois. Et si vous avez besoin de le faire, bien, vous le faites à moindre coût. Exact, parce que nous, on s'approvisionne partout dans le marché. Donc, quand la pièce neuve existe à faible coût, on est capable de venir réparer notre batterie grâce à ça. Souvent, malheureusement, la pièce n'existe pas ou vaut très cher, en fait. Là. Donc, on parle d'un bloc de modules de batterie, de pièces à l'intérieur, comme des capteurs de température, des fois qui viennent avec un ensemble complet. Dans ce temps-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On peut venir récupérer des batteries de véhicules accidentés qu'on va venir démanteler. Puis, en fait, on va servir, en fait, là, de cette batterie-là comme donneuse pour venir réparer d'autres batteries pour des véhicules sur parce que des fois, la batterie, c'est ça, c'est une composante qui est brisée, donc qui se répare. Absolument. Et là, les coûts sont moindres et on peut continuer avec notre voiture électrique. Ça, je pense que ça, tu vas rassurer bien des gens avec ce service-là. C'est notre mandat. Vous avez ce qu'on a aussi devant nous, donc de l'équipement puis de la certification. Exactement. Donc, c'est primordial pour travailler sur ce type de voiture-là que les techniciens ainsi que tout le personnel dans l'atelier soit bien renseigné sur la sécurité, en fait, à mettre sur eux. Donc, effectivement, ici, on vend des gants haute tension, qui vont permettre de venir protéger les techniciens, dans le fond, des chocs électriques, parce qu'on s'entend qu'il y a plusieurs composantes qui sont alimentées en électricité, en fait, dans ce type de véhicule-là. Donc, on vend aussi les sarraux, les visières et tout l'équipement, en fait, de protection individuelle requise pour les techniciens, ainsi que les outils, et puis aussi les périmètres de sécurité, pour que tout l'ensemble de l'atelier soit sécuritaire, puis indiquer aux clients qu'on est en train de travailler sur un véhicule ayant une dangerosité. Ne pas vous approcher, s'il vous plaît. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est quand même aussi important d'avoir tout ça. Et la certification. Oui. Explique-moi un peu, c'est quoi la certification? Nous, en fait, on a 2 volets de certification ici chez DCF. Donc, notre premier volet concerne l'équipement, justement, qu'on vend, comme les gants, qu'aux 6 mois, eux, il faut qu'ils soient certifiés. Donc, c'est un caoutchouc naturel, les gants. Donc, puis il faut qu'ici, en laboratoire, on soit capable de confirmer que le technicien est vraiment en sécurité dans son équipement. Donc, dans le fond, les règles en place ici, au Québec, exigent
en fait, là, justement, que l'équipement soit certifié pour, en fait, là, que les techniciens soient en sécurité. Notre autre volet concerne des équipements, en fait, de personnes qui travaillent sur des lignes haute tension, comme Hydro-Québec, les mines, beaucoup, en fait, là, justement, des grosses entreprises ayant des très, très grosses, des gros volumes, en fait, là, de distribution d'électricité. Donc, on se déplace sur place, en fait, dans ces grosses entreprises-là pour faire la certification des mises à la terre, des perches de sécurité. Effectivement, donc, on offre une panoplie de services reliés à tout ce qui est protection individuelle et la recertification. Une fois qu'ils sont certifiés, donc l'objectif de certification, c'est quoi? C'est de s'assurer qu'auprès du gouvernement, cette entreprise-là est sécuritaire? C'est un peu ça? Oui, en fait, c'est tout le temps une question d'assurance, dans le fond, des normes de santé et sécurité au travail. Donc, c'est une exigence dans le métier, en fait. Là. Et nous, la technicienne qu'on a ici, qui s'appelle Martine Smith, possède tous les plus hauts barèmes, en fait, là, reliés à ça. Et justement, c'est une sécurité là, que l'employeur offre à ses employés, donc pour être sûr et certain qu'on soit en sécurité. Là, donc. Les employés sont en sécurité puis que l'entreprise soit légale donc, et sécuritaire. Voilà pour les services que vous offrez ici. C'est ouvert au public. Donc, les services que tu parles semblent être davantage vers les ateliers. Mais si quelqu'un a un problème avec sa voiture électrique, un témoin lumineux qui allume, puis que c'est un problème électrique, peuvent venir vous voir directement? Oui, en fait, là, nous, on fait affaire beaucoup avec des ateliers. Donc, effectivement, ils peuvent nous appeler ici directement. En fait, là, puis nous, on essaie autant que possible. Là, en fait, on a des liens avec plusieurs après-marchés, dont NAPA. Puis, effectivement, on est capable de venir envoyer le client le plus près de chez lui. Puis, au besoin, en fait, on va apporter une expertise dans l'atelier. Donc, on aime vraiment beaucoup ça comme ça. Si jamais... Vous allez être là en soutien à l'atelier. Absolument. Donc, ici, en fait, là, c'est plus dans un but de formation qu'on s'est équipé, en fait, là, justement, d'un garage modèle, qu'on va dire. En dernier recours, en fait, on va faire des véhicules ici, mais on veut vraiment, en fait, là, renseigner le marché. Votre atelier. Exactement. C'est en plein ça qu'on veut. Sébastien Tardif, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici chez DCF. Merci à toi, Daniel. Voilà de retour. 670-9078, poste 230 ou encore virage à telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, nous poser vos questions et commentaires. Merci de le faire en grand nombre. Première question, Jacques, qu'on nous demande si on connaît le prix du nouveau Mazda CX-5 2026. Officiellement, il nous a comme pas été présenté encore. Non. Fait que le prix, on n'a rien, mais on nous dit que ça va demeurer très près du véhicule actuel, étant donné qu'on n'a pas tout chamboulé du véhicule. On a gardé la même structure, les mêmes mécaniques, puis qu'on a changé l'esthétique. Même si c'est une grosse refonte, d'après moi, ça va rester dans les mêmes prix, puis il n'y aura pas une grosse augmentation. Bien, je le souhaite pour le consommateur, mais je le souhaite aussi pour les marchands qui ont ces véhicules-là à vendre, parce qu'il arrive tard. Moi, je trouve que ce véhicule-là aurait dû être sur le marché là, il y a un an passé au moins. Là, et ce qu'on a vu d'image, c'est très joli. C'est très près au niveau design de ce qui existe du CX 70 ou 90, là, mais dans un CX5. Ça va être, selon moi, un beau véhicule. On nous annonce plus d'économie. Je ne sais pas où on va la prendre, mais on nous annonce encore plus d'économie. Et on nous annonce aussi pour 2027 un hybride. L'aubaine, présentement, c'est le CX-5 actuel. Vous allez avoir le même moteur, même transmission. Puis le prix, la fiabilité éprouvée, tout. À la fiabilité. Puis il n'y aura pas une grosse différence au niveau du design. Non, mais ça va se reconnaître facilement. C'est surtout l'intérieur. Moi, je suis content qu'on ait fait quand même un pas en avant au niveau de l'intérieur. C'est là que va être le plus gros changement. Mais nous on était critiques sur l'intérieur beaucoup. À l'utilisation, finalement, on se rend compte que c'était pas si pire. Quand tu mettais le bouton pour le volume du radio, on nous avait expliqué que le naturel de la main, j'en roule un, moi, là, un CX-50. Je peux te dire que maintenant, là, je vais tout pour baisser mon volume ou l'augmenter. Quand j'embarque dans un autre, le bouton est ailleurs, je suis tout perdu. C'est ça. Quand on a ça, on s'habitue à ce qu'on a. On s'habitue vite. Ouais. Paul, il veut savoir un Genesis GV70, 2021, 41 000 km. Il n'y a pas beaucoup de kilométrage. Il dit, je connais pas beaucoup la marque Genesis. Bien, c'est le haut de gamme de Hyundai. Et présentement, le GV70, GV80, c'est les meilleurs véhicules. Bien,
quoique ils ont le G70 qui est quelque chose. Alors, aucun problème du côté de ce véhicule-là, Genesis, jusqu'à maintenant, aucune histoire d'horreur. Au contraire, c'est de la belle fiabilité. On a de la misère à garder une valeur de revente qui est à niveau des autres haut de gamme, mais au fil du temps, je pense que ça va se placer. Mais quand on arrive avec un véhicule de cette année-là, avec 41 000 kilos, au prix qui est à un prix intéressant, bien, c'est facile. T'sais, on n'est pas obligé d'aller là, pour avoir un véhicule de luxe dans les 75 000. Ce qui est le seul point négatif que ce véhicule-là, c'est la grandeur du coffre arrière. C'est la grandeur. À cause de la courbe de toit. La courbe de toit. Et il est tout étroit. Et on met 4 valises, c'est le maximum. Si tu pars à 4 avec ça, il faut que tout le monde soit raisonnable au niveau des bagages, au niveau de valises à apporter. Faut que ça voyage léger. Il faut que tu voyages léger. Ou bien non. On sait que c'est les gars qui voyagent léger, hein, pas les filles. Ouais, on n'a pas misère, nous autres. Carmen veut savoir, un Buick encore GX 9, 8 à 10 ans, ça pourrait être ma dernière voiture et c'est sa première voiture neuve. Une personne de 72 ans, c'est sûrement pas votre dernière voiture, 72 ans, voyons donc. J'ai 87, moi, puis je commande tout le temps. Je commande tout le temps des voitures neuves. Fait que, mais il reste que le Buick encore GX, oui. C'est un beau petit véhicule. C'est pas le meilleur de la gamme, c'est pas le pire de la gamme. Beau petit véhicule cute. Mais je peux comprendre une dame qui nous donne son âge de penser à Buick. Souvent, le mari ou quelqu'un d'autre dans la famille, c'était des voitures américaines qu'on achetait et on allait vers ça. Mais un Buick encore, je me demande même s'il est encore fabriqué aux États-Unis. Fort probablement pas. mais c'est un bon achat. Peut-être en Corée. Oui. Dans ce coin-là. Maintenant, il se rapproche plus de ça. Oui, c'est un bon achat. Traitez-le contre la rouille, protégez la carrosserie. Peut-être même une garantie prolongée, pourquoi pas, si vous pouvez vous l'offrir. On regarde pour un Ford EcoSport 2019, 107 000 km. Est-ce que c'est un bon achat? Quoi surveiller? Il faut surveiller le moteur, il faut faire des changements d'huile réguliers, il faut le garder à jour au niveau des entretiens. Ça, c'est première importance. Économique, petit moteur très doux, le fun à conduire, porte arrière encombrante que je déteste parce que c'est un ouvre à l'envers. Là, hein? C'est vraiment tannant. Mais pour le reste, c'est un petit véhicule cute. Elle n'a pas été faite. C'est ça. Faut qu'il soit... J'ai pas le détail, mais j'espère qu'il y ait traction intégrale. Ça n'a pas été fait pour notre marché. Non, le moteur n'est pas très puissant. Non. Ça devait remplacer la Fiesta. Oui. Le petit véhicule Fiesta. Malheureusement, ils sont arrivés à 28 000 $ pour un véhicule comme ça. Ils ne voulaient pas le vendre. Aucun sens. Alors qu'il aurait dû se vendre 18 000 C'est ça, pour la version traction, parce que c'était un tout petit véhicule qui ne devait pas coûter bien cher à fabriquer. Parce que, absolument. Non. Puis on a raté notre coup. Mais il y a autre chose sur le marché si on regarde un petit peu aussi. Oui, il y a autre chose. Mais je comprends que c'est un petit véhicule. Il est 14 000 Tiens, faites vos devoirs. Le plus petit véhicule pour remorquer une roulotte de 3 000 livres, le plus économique et le plus fiable. Premièrement, remorquer avec et économie, ça va pas ensemble. Que ce soit n'importe quel véhicule, remorquer et économie, ça va pas ensemble. Même si on choisit un véhicule hybride, un Highlander hybride, par exemple, n'importe quoi, quand on remorque, il n'y a pas vraiment d'économie. Mais à 3 000 livres, vous devez aller dans les véhicules à 5 000 livres. Ouais. Donc, c'est du Honda Pilot, c'est du Highlander, Pathfinder, c'est ce type de véhicules-là qui sont quand même de bonne dimension. Sorento peut le faire. Il y a quelques véhicules comme ça qui peuvent le faire, mais économie avec ces véhicules-là, pas vraiment plus. Et combien de remorquages qu'on fait par année? Combien de kilométrages qu'ils font à remorquer? Est-ce que c'est du chalet à venir ici ou pas? Ou si c'est pour prendre la route avec une roulotte en arrière ou quelque chose du genre? Ça, c'est à voir. Mais comme tu dis, économie et remorquage, ça va pas ensemble. On reste dans la petite voiture et on veut savoir du côté de Nancy pourquoi le Nissan n'offre plus la Micra
Je dois changer la mienne, puis là, je ne sais pas vers quoi me diriger. Donc, eux prétendent que si vous avez une Micra, vous allez aimer le Kicks. Oui. Puis là, c'est le Kicks Play, qui est un petit véhicule, pas très, très cher, ou la Versa, si vous voulez rester chez Nissan. L'Avenue chez Hyundai, si vous voulez demeurer dans les petits véhicules. Mais on est loin du même prix que c'était à l'époque. Oui. L'Avenue n'est pas un véhicule excitant, mais bon. Je pense que ça pourrait aller avec ce d'un Micra. Mais le Kick, quelqu'un qui achète un Kick, là, les prix, c'est quoi? C'est 27 000, 28 000 à peu près. En bas de ça, c'est 22, Oui, ça 22, part. 23. Mais que tu sortes de chez le concessionnaire, tu vas être à 27, 28. mais c'est bon. Un Kick, c'est bon. Oui, c'est le fun à conduire. Une belle fille qui en a un, puis elle l'aime beaucoup. C'est son deuxième, d'ailleurs. Ouais. Mais si on a une Micra, regardez la Versa. Allez faire un essai de la Versa. C'est surprenant à quel point, pour le prix, ça va relativement bien. Kia K4. Corolla, une Corolla de base automatique, 23 000 aussi. Oui, donc, vrai. il y a plusieurs petits véhicules dans cette catégorie-là qui méritent d'aller voir et d'aller magasiner. Allez faire le tour des cours de voitures, puis regarder les étiquettes qu'il y a dans les fenêtres, ceux qui les étiquettes sont encore là. Maintenant, les Ils sont étiquettes, pas supposés. Ils les enlèvent toutes. Je suis allé dans différents concessionnaires, puis j'ai remarqué que là, c'est bien rare. Les étiquettes de vitre, dès qu'ils arrivent, ils les enlèvent, on les replace plus sur le véhicule. Malheureusement. Malheureusement, ça ne devrait pas. Non, parce que quand on va magasiner, puis pour ça, ils veulent qu'on rentre chez le concessionnaire pour aller voir, puis demander le prix, puis là, essayer de nous en vendre un. Je comprends le principe. Mais là, il n'y a plus d'étiquette de vitre. C'est assez étonnant. Il faut aller demander les prix. Merci, Jacques. À la prochaine. Merci. Voilà, c'est GG Auto Beau Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour une autre édition de Virage.